Good afternoon, everybody. I'm excited. I'm more than delighted to be here this afternoon with you. I know the context. It's not easy. I know that some of you, if not you all, might be targeted for having decided to come to this meeting. But it is a complete nonsense in a country where a leader of political party cannot meet with his compatriots, and in this case, with those who are the key of the development of the country. I'm talking of the entrepreneurs. En dépit de ce contexte difficile, vous êtes venus. Et vous êtes venus nombreux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela fait sens pour moi. Cela veut dire que lentement, progressivement, notre pays, nos compatriotes évoluent vers une situation où chacun comprend le sens de la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas l'unanimité. La citoyenneté, c'est une diversité d'opinions. C'est une richesse d'opinions qui échangent, voire qui se confrontent pour que le meilleur émerge dans l'intérêt supérieur du pays. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des gens. Nous ne sommes pas là pour insulter, mais pour modestement échanger avec vous quelques idées que nous avons pour le développement de notre pays, pour la modernisation du Cameroun, pour le développement de l'entreprise, pour créer de la richesse au Cameroun, pour que nos enfants n'aient pas pour seule option demain de mourir dans le désert ou dans l'océan ou la mer. Et nous en sommes capables, vous le montrer. Ça fait plusieurs années que je n'étais pas venu à Douala, depuis mon expulsion, il y a quelques années. Et je peux vous assurer que lorsque je suis revenu, lorsque j'ai été à Aquanon, à Bonamou, c'est-à-dire à Makepe, je n'ai pas reconnu la ville où j'ai grandi en partie, au moins parce que j'ai fait mon lycée, le lycée Josse ici. Parce que c'est une ville totalement nouvelle, rénovée, mais avec une énergie extraordinaire. Je ne sais pas si nos frères et sœurs qui sont en charge de la conduite des affaires du pays sont au courant de cette énergie extraordinaire qui se dégage. On n'a pas besoin de vous le dire, vous le sentez en parcourant les villes. C'est de cela que je voudrais que nous parlions, de cette énergie. Comment est-ce que nous la transformions en richesse et que, d'une part, nous réduisons, pour ne pas dire, nous excluons la pauvreté de notre pays, mais que nous positionnions notre pays là où il doit être, là où il mérite d'être en termes de développement économique. Pour cela, je voudrais articuler mon propos à 4 points. Le premier, ce sera l'environnement économique général du pays. Deuxièmement, les filières de concentration stratégique. Sur quoi nous voulons mettre l'accent. Troisièmement, ce sera les infrastructures. Et quatrièmement, ce que j'appelle les supports. Pour produire de la richesse, on a besoin de supports. Et dans ce quatrièmement, je mets d'une part l'énergie et d'autre part les moyens de financement. Premièrement, l'environnement économique global. Je ne vais pas faire le diagnostic, vous le connaissez. Je peux juste vous donner quelques indications pour nous rappeler que la situation, notre situation, même si nous continuons d'avoir 1, 2, 3 repas pour certains d'entre nous, que notre situation économique globale n'est pas brillante. Quelques indications. Je commencerai par l'endettement. Je crois que ce n'est pas plus tard qu'hier que même les médias officiels annonçaient que nous avons franchi le cap de 14 000 milliards maintenant. Mais comme d'habitude, il y a toujours justement des gens très habiles et très intelligents qui adoucissent cela, voire banalisent en vous disant c'est rien à côté de 70% que fixe la CEMAC. Mais la CEMAC fixe sur la base de quoi? Et j'ai toujours dit le problème n'est pas la dette. Le problème c'est à quoi sert la dette. Notre dette est essentiellement toxique. Parce que nous sommes rendus à un point où le Cameroun n'emprunte plus que pour rembourser, non pas la dette, mais le service de la dette. C'est-à-dire les intérêts. Et lorsque on est dans cette situation, cela veut dire que nous sommes réellement en train de manger notre pain et celui de nos enfants. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas juste dire on n'a pas atteint les 70%. Il y a des pays qui ont atteint 100% de dette, c'est-à-dire qu'ils ont totalement leur pays de... Mais ils ont la capacité, le marché continue à leur faire confiance. Si vous prenez le marché financier, le Cameroun a souscrit des eurobonds, on a lancé des eurobonds il y a quelques mois, 2024. À
a un taux d'intérêt de 10,73%. Cependant que dans le même temps, avec des montants comparables, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient à 7%. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc on ne peut pas gérer un pays en dépit du bon sens. Ce n'est pas moi. Les partenaires financiers internationaux de notre pays, en l'occurrence, le Fonds monétaire international dit que notre risque de surendettement s'est aggravé, on est passé de moyen à élevé. Et cela veut dire que ça entraîne une dégradation de notre note. Je pense qu'il est temps qu'on ne continue plus cette politique qui continue à tendre la main partout où il y a de l'argent, sans savoir ce qu'on veut en faire, ni surtout comment on le rembourse. Encore une fois, le problème n'est pas de l'argent. Le problème, c'est qu'aucun projet, presque aucun projet n'est achevé. Et il y a des financements et des refinancements en cours de projet. C'est le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé-Douala. Je dis Douala-Yaoundé parce que j'ai toujours pensé que ça aurait dû partir de Douala. Parce que les 60 km nous auraient au moins amené à Edea. Et donc on aurait pu se vanter de dire qu'on a une autoroute Douala-Edea. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous avons une autoroute qui part en brousse et qui s'arrête en brousse. Donc, si vous regardez cela, vous dites, le problème n'est pas de prendre de l'argent, c'est de prendre l'argent pour faire quelque chose. Pour nous, et qui va créer dans les moyens de remboursement de cet argent et pour les générations futures. J'ai dit, c'est le refinancement. L'autoroute Yaoundé-Douala, on l'annonce il y a 10 ans, un peu plus même, à 274 milliards. On a fait 60 km. Et pour le terminer, on a besoin de près de 800, un peu plus de 800 milliards. Cela veut dire qu'il va, si jamais on le termine un jour, il nous aura coûté plus de 1000 milliards de francs CFA. Les chiffres sont officiels. Tout ce que je dis là. Donc nous avons un problème de refinancement. Je vais parler de l'autoroute, mais je peux parler des barrages. On va vous parler de l'Ompanda. Le problème déjà, c'est que la finalité de la construction de l'Ompanda n'a pas été atteinte, puisqu'il devait être un barrage de régulation de la Sanaga pour que nous n'ayons plus de délestage et que justement la capacité énergétique du Cameroun soit telle que notre industrialisation puisse être accélérée et surtout que les ménages n'aient plus les coupures que l'on connaît. Ça n'est pas le cas, vous le savez comme moi. Et on a refinancé ces barrages en cours de route à plusieurs reprises. Je peux multiplier comme cela. Et ça, c'est même des projets qui ont été démarrés parce que vous avez des projets pour lesquels l'État s'est endetté au moins à 2 reprises ou à 3. Pour un projet qui est supposé avoir déjà été réalisé. Je pense à Kribi et de l'eau à Pomme 2. C'est une route qu'on a déjà financée, qui est censée avoir déjà financé au moins à 2 reprises. Et donc on peut multiplier comme ça. Donc nous avons un problème. Mais ce que je vous dis là, vous le savez tous comme moi. Nous avons un problème de gestion de notre économie. Nous avons un problème de gestion des ressources publiques. Nous avons un problème de vision de développement pour notre pays. Si je prends la fonction publique, juste un autre indicateur, en 2010, il y avait 196 000 fonctionnaires. En 2023, il y a 326 000 fonctionnaires. Ça n'est pas normal, fonctionnaires agents publics. J'ai entendu d'ailleurs certains responsables politiques dire qu'ils vont recruter 1 million de personnes dans la fonction publique. Je vais faire bonne chance de trouver de l'argent pour payer ces salaires-là. Il faut savoir raison garder. Entre 2010 et 2023, notre population n'a pas doublé. Et même si c'était le cas, le problème n'est pas simplement le problème des effectifs. Le problème est celui de la rationalisation de la ressource humaine, c'est-à-dire de la capacité, de la productivité d'un agent public. Aujourd'hui, il y a 5 personnes, sinon plus, pour faire le travail d'une personne. Donc, je donne là juste quelques éléments. Là, je ne voudrais pas insister davantage, puisque ces chiffres, vous pouvez les trouver soit dans les rapports de l'Institut national de la statistique, soit en ce qui concerne l'endettement dans le rapport de la Caisse autonome d'amortissement. Vous pouvez, les sources existent. Je voudrais plutôt vous indiquer comment nous allons améliorer dans notre vision cet environnement économique-là pour rendre le Cameroun attractif. Parce que notre objectif, c'est que dans les 5 ou les 3, entre 3 et 5 années qui suivent, si nous étions en capacité de gouverner, que nous ayons un taux de croissance entre 8 et 10%. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je donne quelques indications donc, en ce qui concerne l'environnement économique. Premièrement, il faut faire des états généraux du foncier au Cameroun. Vous ne pouvez pas promouvoir l'agriculture au Cameroun si vous n'avez pas assaini le problème et la situation foncière au Cameroun.
dans notre esprit, il ne s'agit pas que quelques fonctionnaires se réunissent à Yaoundé ou ailleurs pour réécrire une nouvelle loi foncière. Il s'agit vraiment d'impliquer nos autorités traditionnelles, les chefs coutumiers. Il faut que les Camerounais disent ce qu'ils veulent faire de leur terre. Que le régime soit clair. Je voudrais qu'il y ait un cadastre foncier national totalement informatisé. Vous savez, j'ai des personnes totalement compétentes, absolument prêtes. Ça ne nous prendra pas 6 ou 1 an, maximum. Un cadastre foncier national informatisé. En sorte que, je ne dis pas seulement dans la ville de Douala, que il y aura une centrale à partir de laquelle vous pouvez vous dire, telle parcelle, on vous dit c'est à tel endroit, c'est à telle superficie, voici sa situation. Nous l'inventons ailleurs, ça s'est fait, ça se fait ailleurs. Et parmi ceux qui font ça, il y a des Camerounais dont j'ai l'avantage de connaître un certain nombre d'entre eux. Certains d'ailleurs ont travaillé avec moi il y a 30 ans avant d'immigrer et de piloter des choses au niveau le plus élevé, par exemple aux États-Unis. Donc, il faut faire un cadastre foncier national. Il faut éviter le yo-yo dans le domaine foncier. Vous avez un titre foncier sans en avoir un. Il faut éviter des situations où les populations, on va dire, coutumières ou locales, ou autochtones, utilisons le mot puisque il est courant, ont le sentiment qu'on les spolie de leur terre. Il faut donner de l'assurance, de la sérénité aux gens dans le domaine foncier. Les Camerounais auront à choisir, ils peuvent même choisir de dire qu'ils ne font rien de leur terre. C'est leur choix, non? Moi, je n'ai pas de problème. Mais je dis seulement, si vous voulez qu'on se développe, si vous voulez qu'on avance, créons les conditions pour que l'investisseur, qu'ils soient national ou étranger, puisse investir en toute sûreté et sécurité. Qu'ils ne mettent pas ces investissements et que dès le jour d'après, on sort avec les machettes, d'ailleurs souvent avec l'instrumentalisation de ce que nous appelons les élites, pour venir les enchasser. Il faut vraiment qu'on parle de cette affaire-là, si nous voulons booster l'agriculture au Cameroun. Et je vous le dis d'autant plus que vous voyez vous-même quand vous parcourez le pays, pour ceux qui parcourent le pays, je vous signale que le Cameroun a 58 départements, si je me trompe parmi lesquels un seul ne porte pas le nom d'un cours d'eau. Tous les autres, c'est le nom de cours d'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau partout. Donc ça veut dire que nous pouvons faire de l'agriculture en permanence tout le long de l'année au Cameroun. Ça veut dire que nous pouvons faire 3 productions de maïs au Cameroun par an. Et voilà que nous importons le maïs. Il faut qu'à un moment donné, nous arrêtions, nous cessions d'être justement ce mendiant-là qui est assis à côté d'une montagne de nourriture et qui mendie. Vous ne pouvez pas être à la source et mourir de soif quand même. Nous avons tout ça et nous ne le faisons pas. Donc ça, c'est le premier point. Faire des états généraux. Que nos autorités coutumières traditionnelles s'assoient avec des experts, qui peuvent même, y compris des experts étrangers. Vous comprenez? Y compris des experts étrangers, même africains. On discute. Il n'est pas normal que lorsqu'on veut réaliser une infrastructure publique, le coût d'expropriation prenne parfois jusqu'à 16, voire 10% du coût du projet. Ce n'est pas normal. Dans notre propre pays, comme si ce projet-là, je ne parle pas du projet privé, je parle d'une infrastructure publique, comme si ce projet-là était pour d'autres et non pas pour nous-mêmes. Donc nous devons réfléchir à tout cela et voir qu'il y a eu beaucoup de gaspillage, justement parce que les gens n'ont pas une vision claire de ce qu'il faut faire pour le pays. Le deuxième domaine d'assainissement, pour rendre l'environnement camerounais attractif pour l'investisseur, c'est le domaine de la gouvernance, l'administration et la lutte contre la corruption. Et un des mécanismes, un des moyens que nous voudrions déployer demain, c'est ce qui est disponible. On a l'impression que pendant que le monde se modernise, nous on recule. Aujourd'hui, les outils informatiques, le numérique nous permet de faire ce qu'on appelle l'e-governance, c'est-à-dire la gouvernance électronique. Les études ont montré que moins vous faites circuler de l'argent dans les circuits administratifs, moins il y a de la corruption. Lorsqu'il n'y a pas de l'argent, des espèces qui circulent, le risque de corruption est beaucoup plus faible. Donc en faisant le e-governance, c'est-à-dire en sorte que la plupart des formalités puissent être faites sans même que vous ayez un contact direct avec l'agent administratif, diminue les risques de corruption. Et de la même façon, ça va nous aider énormément dans la collecte des impôts. Je vous signale que les études montrent que je ne parle même pas encore de l'assiette fiscale, mais uniquement la collecte sérieuse, que nous perdons presque un peu plus d'1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de dollars, c'est plus de 700 milliards de francs CFA dans la collecte des impôts. En dépit du fait que parfois, bon, il y a des administrations qui font cocorico, on a fait l'entretemps, mais ça ne représente pas en fait le potentiel réel et total justement des rentrées fiscales. Donc il faut cela, ça diminue la corruption, ça facilite aussi les formalités.
Il y a un certain nombre de documents, quand vous allez, on vous dit de passer dans 2 jours, dans 3 jours. Lorsque vous mettez, lorsque c'est en ligne, et que lorsque la personne a tout rempli en ligne, elle doit avoir la réponse automatique. Parce que si les critères sont clairement définis, normalement, lorsque vous remplissez, vous avez les résultats. C'est un peu comme lorsque vous faites votre réservation en ligne. Quand vous voulez voyager, vous réservez votre billet d'avion en ligne, vous avez les résultats. Pourquoi est-ce que ça doit être différent dans l'administration? Donc, nous avons la possibilité là, vraiment d'accentuer la lutte contre la corruption, en dehors ou en plus des structures qui existent à l'heure actuelle, qu'il faut d'ailleurs revoir, qu'il faut réformer, parce qu'on a l'impression que certains sont là juste, en fait, pour des besoins de nomination de personnalité, mais dont on ne voit pas les résultats. Ou lorsqu'elles produisent des résultats, certaines de ces structures, ça ne peut pas à conséquence. Je pense à la CONAR, je pense bon, à la MIF même déjà, parfois il y a des conséquences, mais je pense même au rapport de la Chambre des comptes. Donc il faut vraiment assainir cet environnement-là, qui est, je le sais, pour le milieu économique et le milieu d'investissement, un des obstacles majeurs. Combien de fois, même dans la diaspora, j'ai rencontré des gens qui ont dit non, 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 on a vu jeter l'éponge parce que vraiment on nous balade, ici on vous demande tel montant, après on vous envoie tel autre service qui vous demande tel. Est-ce que vous imaginez? Prenons juste un exemple. Un investisseur veut construire un hôtel au Cameroun. Il a son terrain, il a fait ses études techniques, l'architecte a fait les plans, mais s'il a fait un budget de 100 francs, ben, mettons de 1000 francs, ce qu'il va dépenser dans les circuits administratifs peut lui coûter jusqu'à 300 francs, c'est-à-dire 30%. Et du coup, l'hôtel qu'il avait conçu aux normes, il est obligé de faire des économies, et les murs, parce qu'il va chercher des tâcherons, les murs ne sont plus droits. Et peut-être que s'il avait prévu 4 et 5 niveaux, il n'en fait plus que 4, parce que ça, ce sont des pertes terribles pour une économie. Parce qu'il aura un hôtel qui n'est pas standard. Et donc, il ne peut pas prétendre, par exemple, à l'étoile à laquelle son hôtel aurait pu prétendre. S'il visait 3 étoiles, il en aura 2, sinon moins. Tout ça parce que c'est rentré dans la poche d'un seul individu, ou de quelques individus dans la chaîne. Nous devons, à défaut d'éradiquer, parce que c'est l'idéal parfait, totalement la corruption, la diminuer drastiquement. Il faut vraiment, même dans des pays développés, la corruption, on ne croit pas, mais elle est tellement marginale et limitée que ça n'a pas un impact grave sur la dynamique économique globale. Il faut cette tolérance-là parce que c'est marginal comme en toute chose. Il y a peut-être un des rares pays, et encore la même lui quand il nous le disait, l'exception peut être Singapour, où il y a presque corruption zéro, oui. Mais c'est un pays de 4 millions d'habitants, sur quelques centaines de kilomètres carrés, dont on peut identifier chacun et tout. On peut même vous fouetter sur la place publique et tout et tout. Mais sur un pays de 475 000 km carrés et 30 millions d'habitants, c'est autre chose. Donc, mais on peut baisser, réduire considérablement. Les autres choses qu'il faut mettre en place pour vous permettre d'investir et de trouver ceux qui vont porter avec vous les investissements, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et c'est pour ça que nous voulons refonder le système éducatif camerounais. Nous voulons faire une innovation radicale. Nous avons dit 80 à 20%. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des chiffres, les pourcentages exacts, mais à vue de nez, je sais que 70 au moins des filières de formation au Cameroun à l'heure actuelle sont des filières de formation générale, ou littéraire, ou philosophique, ou le droit, comme nous là. Oh, hein, voilà. Sauf que nous, quand on faisait le droit, on était très peu nombreux, donc on avait le choix. On avait le choix entre aller à l'IRIG, aller à l'ENAM, aller être avocat, être magistrat, on avait tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer à pousser vers ces filières-là les enfants en sachant que à la sortie, ils n'auront pas du travail, donc c'est un poids pour la société, mais aussi ce sont des main-d'œuvre, c'est la ressource humaine qui manque pour l'économie. Le seul plaisir, si j'ose dire, pour être, je suis un peu cynique là, le seul plaisir pour les parents, c'est d'encadrer le diplôme de l'enfant et de l'accrocher au mur. Mais est-ce que ça donne à manger? Donc, il faut revoir le système éducatif. Dès la maternelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je ne veux pas ici rentrer dans toute la réforme, je peux simplement vous dire que notre intention, c'est dès la maternelle de familiariser nos enfants avec la technique, avec ce qui est manuel,
concret, c'est-à-dire pas seulement labourer le champ, mais même lorsque, je parle souvent des Legos, j'aime souvent prendre l'exemple des Legos qu'on vend dans le commerce. Lorsque dès la maternelle, vous amenez les enfants, les petits enfants à la maternelle, à savoir ajuster les Legos, ils grandissent déjà. Quand vous lui dites la maison, si vous lui dites la maison aujourd'hui, à l'école, il n'a jamais vu ce que la maison, on appelle quelque chose, on appelle ça maison. Mais si vous lui dites la maison, parce qu'il a fait, lui-même, il sait déjà, effectivement, il y a un rapport physique entre lui, entre le concept de maison, l'idée de la notion de maison et comment on fait la maison. Et donc l'idée, c'est que les enfants aussi sentent très tôt là où va, ou bien là où vont leur penchant, c'est-à-dire on a envie de faire quoi. Dimanche dernier, je parlais avec un jeune à Yaoundé qui a fait de l'électronique. Et il me dit, moi j'ai toujours voulu faire de l'électronique depuis mon enfance, et même mon papa le savait. Sauf que je voulais avoir une formation adéquate dans le domaine, j'en ai pas trouvé. Il me dit, même à Polytechnique, bon, peut-être vous pouvez encore trouver une grande filière de formation en électronique à Polytechnique, mais quelle est la capacité de Polytechnique, ça peut recruter combien d'étudiants? Alors que si vous avez donc un système qui met les enfants en rapport avec la technologie, très tôt, vous pouvez les orienter. Ça suppose donc que vous créez des structures de formation adéquates. Donc nous voulons appuyer, il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les instituts. Mais nous voulons vraiment que ce soit des instituts professionnels équipés avec les équipements qui vont. Il n'est pas normal qu'un enfant vous dise que j'ai fait chimie jusqu'en terminale. Mais il sait faire une manipulation dans un laboratoire. Si vous le mettez dans un laboratoire, il ne fait même pas la première manipulation. Or, justement, si c'est un enfant avant d'avoir le niveau de bac, c'était familiarisé au laboratoire, vous pouvez, si vous avez une entreprise dans la filière chimique, l'embaucher directement. Vous n'avez pas besoin qu'il soit docteur en chimie, parce que c'est un laboratoire, il va pouvoir vous donner le rendement dont vous avez besoin. Donc nous voulons faire ça. Mais à côté de cela, même pour les petites entreprises, nous voulons, à côté des instituts, bien évidemment, il y a les cycles universitaires avec les écoles d'ingénieurs et tout ce que vous voulez. À cet égard, j'ai promis aux Camerounais que si nous étions en capacité de gouverner, il y aura au moins 4 universités nationales de sciences et de la technologie, uniquement de sciences et de la technologie. On ne aura pas filière droit, lettres, tout ce que vous voulez, c'est sciences et technologie. En dehors des universités actuelles, qu'on peut renforcer, mais ce sont des universités dédiées, sciences et technologie. Et je disais donc qu'à côté des instituts, le projet, le rêve, c'est de pouvoir en mettre au moins un dans chaque département. 58, c'est à notre portée. C'est ce que nous appelons les centres de métiers, qui sont même jusqu'au niveau des arrondissements, les centres de métiers. C'est-à-dire que l'enfance, quand on demande quel diplôme vous avez, mais je voudrais que demain on dise quel est votre métier. Quel est votre métier? Je suis plombier. C'est pas que j'ai le diplôme de je sais quoi. Je suis plombier parce que j'ai reçu une formation dans un centre de métier en plomberie. Je sais comment ça se passe. Chacun de nous a pu avoir des difficultés avec la plomberie chez lui. Mais il n'est jamais satisfait de la réparation parce que les plombiers se forment sur le tas, ne sont pas à jour dans le domaine, ne savent pas quels sont les alliages qu'il faut mettre ensemble pour. Donc, tout ça là, nous pouvons le faire. Et ce que je veux vous dire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que ça coûte si cher que cela. C'est juste un problème de bien utiliser l'argent public, de bien l'orienter. Et on va atteindre ces résultats. Voilà quelques considérations que je voulais faire pour l'environnement économique. Maintenant, je vous ai dit, en deuxième point, il y a les filières de concentration stratégique. J'en vois à peu près 6 ou 7. Première filière, agriculture et agro-industrie. Deuxième filière, matériaux de construction et bois. Troisième filière, mine, métallurgie. Quatrième filière, chimie, pétrochimie, pharmacie. Cinquième filière, industrie du numérique. Et sixième filière, industrie financière. Voilà nos 6 filières de concentration stratégique. Je dis bien de concentration stratégique. Il peut y en avoir d'autres, mais ce ne sont pas des filières de concentration stratégique. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce sont des filières de concentration stratégique et pourquoi nous allons les porter de façon particulière. L'objectif, d'ailleurs, je peux dire déjà à ce stade, notre objectif étant que si nous étions en capacité de si nous arrivons à la fin du mandat qui nous est donné, que nous ayons laissé au moins, je dis au Gabon, 5 champions continentaux. 5 champions continentaux dans divers domaines. C'est-à-dire des entreprises qui ont
non seulement la taille nationale, mais qui ont la capacité de compétir au niveau continental. On expliquera pourquoi tout à l'heure et comment on peut y arriver. Si je prends l'agriculture et l'agro-industrie, dans notre pays, on utilise les concepts, mais malheureusement, pour les galvauder, pour les vider de leur sens, de l'intérêt. Vous allez sans doute bien entendre parler de agropole. Même le gouvernement, dans son document, le terme agropole, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais sauf qu'on ne l'a jamais mis en œuvre. Sauf que personne ne peut au Cameroun à l'heure actuelle vous montrer un seul agropole. Nous voulons faire des agropoles. L'agropole, c'est quoi? C'est un système de production où il y a un ou deux grands producteurs centraux, c'est-à-dire deux grands producteurs en termes de production agricole, de plantation. Si vous dites que vous faites par exemple du maïs, ne prenons pas que les spéculations de rente, prenons le maïs, vous dites qu'il y a quelqu'un qui a 400 hectares de maïs, 500 hectares, 1000 hectares de maïs. Mais à côté, il va avoir des petits producteurs de 10 hectares, plusieurs petits producteurs de 10 hectares, qui sont reliés à lui. Son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est qu'il va y avoir une unité de transformation là sur place. Que lui va mettre parce que ça soutient sa production. Mais l'avantage du petit producteur, comme du sien, c'est que le petit producteur, c'est que sa production sera achetée, pris par l'unité centrale. Donc il est rassuré. Il ne produit pas en l'air, il ne produit pas sans savoir quel débouché. Aujourd'hui, vous êtes, le producteur est à la merci, n'est-ce pas, du marché des fluctuations parce qu'il n'y a rien. Donc, ça c'est déjà, je suis même déjà à la production, à l'achat de la production. Mais bien, avant même la production, le petit producteur qui par lui-même n'est pas capable d'acheter, par exemple, des engrais de certaines quantités. Parce que, vous savez, comme moi en matière commerciale, plus grandes sont les quantités que vous achetez, moins importants sont les prix. Donc, le grand producteur ou les grands producteurs tirent les petits producteurs. D'abord, d'ailleurs, parfois, ils vont mettre à leur disposition gratuitement, ils peuvent aller jusqu'à mettre gratuitement les engrais. Pourquoi? Parce que la production des petits producteurs alimente aussi son usine. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, je suis assuré d'avoir la production de petits producteurs. Et le petit producteur a son marché assuré. C'est presque un marché captif. Il est assuré. Et il y a une unité de transformation. Vous voyez donc, l'avantage de l'agropole, c'est que ça va contribuer à l'essaimage de l'industrie, notamment dans le secteur agricole dans le pays. Si vous avez un agropole de manioc, on a annoncé à une certaine époque à Ebola, vous n'avez pas besoin que le producteur, que celui qui cultive le manioc à Ebola, qu'on transporte pour amener à Yaoundé ou à Douala, ou je ne sais où, pour transformer. La production de la matière première est là et l'unité de transformation va être là. Et les petits producteurs qui ont 2 hectares, 7 hectares sont rattachés au producteur central. C'est ce que nous voulons faire dans le domaine agricole avec les agropoles. Et vous croyez-moi, ça va marcher. Dès lors qu'on a réglé les problèmes fonciers. Le Camerounais ne demande que ça, à se lâcher. Je dis, quand je traverse le cours d'eau au Cameroun, quand je traverse la Savane ou d'autres cours d'eau importants, je suis mal. Parce que je vois l'eau qui s'écoule. Et qui me regarde, je le regarde, et lui va à la mer. On n'a rien fait. Alors que cette eau-là, prenons et nous pouvons faire 3 productions de maïs. Prenons et nous pouvons faire, je ne sais pas moi, des plantations de manioc ou quelque chose à l'infini. Vous regardez, nous n'avons pas au Cameroun, si vous voulez vraiment du jus d'orange. Vous avez juste les productions artisanales, quelqu'un a fait son champ et il met 3, 4 pieds ou 10 pieds d'oranger. Mais regardez si vous voulez faire vraiment des orangeries. En plus, nous avons des terres fabuleuses pour ça. Et là, j'ai pris les oranges, je pourrais prendre énormément d'autres choses. Je vois, par exemple, toutes ces terres qu'on n'exploite pas dans le septentrion. Si nous nous mettons, et je le disais déjà en 2018, à dire que nous faisons un agropole de la Dakar, noix de cajou. Noix de cajou. Vous connaissez la noix de cajou. Qui est effectivement un arbre qui pousse partout, mais qui donne un rendement plus élevé dans les zones sahéliennes. Parce que justement, le niveau de climat, d'humidité et tout ça convient. La Côte d'Ivoire qui est rentrée dans la production de cajou il y a 10 ans, est devenue le numéro 1 mondial. Il y a environ 10 ou 15 ans qui sont entrés là-dedans. Donc, et nous avons des terres. Dans le monde, on vous dit le septentrion, il y a la pauvreté, on ne fait rien, mais parce que nous n'avons pas, effectivement, mis en place les mesures qu'il faut, accompagner qu'il faut pour que la production ait lieu. Si quelqu'un veut faire une plantation d'anacarde dans le nord, nous savons que c'est une spéculation qui va commencer à entrer en production 4 ans plus tard, 5 ans. Vous devez lui créer, donner les mêmes conditions que ce que vous donnez par exemple à un producteur de cacao ou de palmier à l'huile. C'est-à-dire que vous devez non seulement l'accompagner, mais vous devez justement
trouver le mécanisme d'exonération fiscale sur une longue période pour qu'ils commencent à produire avant qu'on commence à chercher à prélever. Nous sommes dans un pays aussi vrai que je suis favorable à l'élargissement de l'assiette fiscale, il ne faut pas le faire de façon anarchique. On est dans un pays où on demande à un poussin de produire des œufs. Il faut qu'il grandisse d'abord, non? Un poussin, ça veut dire une entreprise qui vient de mettre, vous voulez prélever quel impôt? Mais c'est qu'il se consolide. Et le raisonnement en matière fiscale, notamment s'agissant des entreprises, c'est quoi? C'est que lorsque vous prenez une situation où vous partez de 0 à 1, vous avez gagné. Quand vous partez de 0 à plus 1, vous avez gagné, non? Bon, donc, quand vous êtes à 0, ça veut dire qu'il y a aucune entreprise nouvelle qui se crée. Vous gagnez quoi? Rien. Donc maintenant, quand quelqu'un crée une entreprise, il est en train de vous donner le plus 1. Donnez-lui le temps donc d'exister et de vivre pour que ce plus 1 là soit établi. Vous ne gagnez rien plus qu'avant, vous n'aviez rien. Ou est-ce que vous voyez mon raisonnement? Donc c'est comme ça. Donc il faut laisser le temps aux entreprises de se consolider, de s'asseoir. Évidemment, ça dépendra du type d'entreprise. Voilà, on va le faire. Voilà pour l'agriculture. Évidemment, nous allons continuer à soutenir, comme se détourne sur nos intentions, nous allons continuer à soutenir l'agriculture traditionnelle de subsistance. Parce que c'est elle aussi qui porte nos pays. C'est elle qui fait que la famille ne gagne pas le Cameroun. C'est les petits producteurs sur 5000 mètres carrés, sur 1 hectare. Il ne faut pas négliger ça. Je voulais parler de l'agriculture, en termes d'agropole, qu'on peut dire agriculture industrielle ou semi-industrielle, mais à côté de cela, vous aurez l'agriculture traditionnelle. On va simplement essayer de voir comment, même avec nos ingénieurs, diminuer la pénibilité des tâches pour que les mamans ne se cassent pas les deux, les papas, machin. On peut, c'est ça, en plus, même, si on veut même, on impose juste les outils. Il y a dans plein de pays aujourd'hui, des pays comme l'Inde ou la Chine, il y a des petits outils qui permettent justement aux parents de faire ce genre d'agriculture sans se casser le dos. Donc on doit veiller à ça, mais cette agriculture-là doit exister, elle doit continuer d'exister. Mais c'est parce que c'est celle qui, en fait, protège le mieux notre santé, parce que c'est celle qui utilise le moins d'engrais, surtout les engrais chimiques et autres. Voilà pour l'agriculture. Je ne vais pas m'étendre davantage, j'ai juste dit, maintenant, l'agro-industrie, c'est ce qui va avec, c'est-à-dire la transformation industrielle. Et c'est pour cela, et je voudrais annoncer dès à présent que notre approche de cette affaire, c'est de travailler à créer des bassins industriels. Des bassins industriels dans des zones économiques spéciales. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Nous ne devons pas. C'est la logique actuelle, hein, la logique de concentration industrielle, notamment autour des ports. Donc ça va être Douala, ça va être Kribi demain et tout. Nous voulons faire des bassins industriels basés essentiellement sur la production de la matière première locale. C'est-à-dire que notre raisonnement est le suivant. Il n'est pas normal. Il n'y a aucune logique, même économique, qui justifie que la zone de production de coton soit le nord et l'extrême nord, mais que la zone de tissage et de transformation soit à Douala. Il n'y a aucune logique. Et moi, je dis, en capacité de gouvernement, vous allez avoir une filière industrielle cotonnière complète dans la blanche de septentrion. Moi, la zone est déjà dans ma tête, c'est entre dans le nord et l'extrême nord. Vous allez avoir une zone industrielle. Moi, on ne fait pas seulement ce qu'on fait actuellement, parce que notre coton, c'est quoi? On ne fait que, on récolte, on fait de l'égrenage. On fait l'égrenage pour produire de l'huile de coton. Et le reste, on envoie au Bangladesh qui nous fabrique les chemises que nous portons, ou les tissus que nous avons. Je dis, dans cette zone, vous allez avoir la production du coton, l'égrenage du coton, la production d'huile de coton, le tissage du coton. Bon, on peut s'y calmer, regardez s'y calmer. On fait des usines de fabrication de tissus. Et vraiment, sachez qu'avec le coton, c'est une matière première noble. Très, très noble. C'est-à-dire que, autant vous avez le polyester synthétique qui, derrière, sur certaines personnes, cause le zona, le coton, c'est une matière première noble. Donc, si nous le travaillons, si ensuite, d'ailleurs, nous le blendons avec d'autres fils, nous avons une matière première extraordinaire. Et donc, deuxièmement, à partir de là, nous avons dit, nous faisons le tissage, donc on fait le tissu, mais vous avez aussi la confection. Est-ce que vous imaginez combien de jeunes filles, de mamans de la zone peuvent avoir du travail si on les forme à la confection? Comment on fait une ligne droite? Parce que bon, souvent, nos trucs là, c'est comme ça. Mais comment on coupe? C'est parce que justement, pour défaut de formation, si vous en mettez 500 en formation, je suis sûr que vous aurez 300 qui vont s'en sortir bien qualifiés. Et donc, vous les mettez dans les usines de confection. Ça va vous permettre, à ce moment-là,
Si vous voulez, et s'il y a des commerçants dans ce secteur qui sont ici, qui ne m'en veulent pas, mais on va réformer l'économie et aussi réinventer les gens. Si nous voulons à ce moment-là limiter l'importation de la friperie, on va le faire. Et je le dis d'autant plus à l'aise que ce que nous faisons à l'heure actuelle est scandaleux. Je passe sur le marché, je vois que dans la friperie, c'est pas comme mon temps quand j'étais au lycée avec mes amis, au lycée classique, j'étais au lycée classique de Bafoussa. Mes amis, Johnny Colbert, qui perd son ami, bon, eux vendaient la friperie, mais c'est la bonne qualité. Aujourd'hui, sur le marché, vous voyez le sous-vêtement des femmes, on vend, que c'est la friperie. Nous sommes même devenus quoi? C'est même plus un problème de déchets, nous sommes devenus, c'est indécent, ce n'est pas normal. Et nous avons même les maladies. Vous comprenez? Donc il faut effectivement qu'on regarde ces affaires-là de près. Oui, moi je parle du pays que je connais. Moi je ne parle pas d'un Cameroun théorique. Peut-être que certains sont là. Moi je vais dans le jeu. Je connais ce qui se passe. Moi j'étais au lycée. Mes amis en question, ils avaient quitté l'école un peu plus tôt. Et ils vendaient la friperie. Et ils m'aimaient bien. Donc j'allais toujours là-bas. Et voilà, ils me permettaient de choisir les meilleurs t-shirts. Et j'allais me vanter au lycée un peu avec ça. Mais c'était vraiment de bonne qualité. C'était d'excellente qualité. Donc il faut vraiment que l'on regarde cela. Mon deuxième point, donc, c'est les matériaux de construction. Vous allez me pardonner si je suis un peu long. Les matériaux de construction, nous avons un déficit de construction, de logements sociaux, de 1 million à 1,5 million unités. Déficit. Quand je vois des programmes de construction de 10 000 logements sur 5 ans, 10 ans, bon, qu'on ne voit pas, c'est bien, mais même si les gens construisaient les 10 000, ce serait pas mal. La vérité, c'est que même les 10 000 ne sont pas construits. Il va falloir lancer un vaste projet de construction. L'idée doit être, autant que faire se peut, de mettre un toit sur la tête du maximum de Camerounais possible. Cela veut dire que nous devons réorganiser, y compris l'espace urbain. Nous devons revoir nos méthodes de construction. Mais nous devons aussi construire à partir de l'arrière-pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que demain, les constructions de meilleurs lieux d'habitation soient limitées seulement en ville. Ceux qui vivent en campagne ont le droit aussi de vivre dans des maisons décentes. Et moi, je vois là un boost extraordinaire à l'économie. Parce que si nous combinons les matériaux locaux pour la construction, les matériaux locaux, et d'ailleurs quand je dis matériaux locaux, nous avons suffisamment, maintenant nous avons au moins 4 ou 5 cimentiers au Cameroun, qui utilisent en grande partie la pouzzlane et d'autres choses qui viennent d'ici. Donc on a des matériaux locaux. Mais je dis matériaux locaux aussi la terre, parce qu'on a toujours cru. Pourquoi est-ce que les briques de terre marchent si bien ailleurs et pas chez nous? C'est simplement parce que nous en sommes encore au niveau primaire de la fabrication de briques de terre. On mélange la brique de terre à beaucoup de choses, pas seulement au ciment et tout. Donc on peut, avec ça, baisser considérablement les matériaux de construction. Et c'est une filière que nous allons soutenir. Pourquoi? Parce que ça va créer un nombre d'emplois incalculable aussi. Ça va générer un nombre incalculable de petites et moyennes entreprises. Énormément. Parce qu'on ne va pas aller chercher des étrangers pour construire cela. Donc imaginez combien de PME, de construction, de BTP peuvent se mettre sur ces créneaux-là. Si nous voulons justement faire cela dans plusieurs villes en même temps. Et je signale, matériaux de construction, à part le fer à béton et dans le ciment, nous n'en provisons pas d'autres. Or, tous les Camerounais veulent des carreaux sur leur sol. Nous, est-ce que nous produisons le carreau? Non. Donc, je veux que demain, vous mettiez sur le créneau de carreau parce qu'il y aura un débouché. Au lieu qu'on a importé à 20 000 km des matériaux de construction d'une qualité douteuse. Vous-même, vous avez vu maintenant, je ne connaissais pas ça, des carreaux qui gonflent comme ça, après un moment, ça casse. C'est pas vrai? Alors, donc, nous avons la matière première chez nous, que ce soit la pierre, que ce soit le sable, que ce soit la terre, on a le matériau, la matière première ici. Le reste, c'est quoi? N'importe quel ingénieur vous dira justement la composition. Et après, c'est l'énergie pour cuire. On va revenir à l'énergie tout à l'heure. Donc, on veut mettre l'accent sur le matériel de construction. Si on veut faire vraiment des efforts par rapport aux millions de logements qu'il... 1,5 million d'unités. Je ne dis pas qu'on va construire les 1 million en un jour. C'est vraiment parce que ne serait-ce que pour construire, ça prend du temps, n'est-ce pas? Donc, mais il faut que vous compreniez que c'est un programme qui va s'étaler et que quelqu'un peut parfaitement se mettre sur ce créneau parce qu'il y a de l'argent à gagner, parce qu'effectivement l'État va mettre de l'argent dans ce secteur. Avec les privés, si vous regardez, j'ai parlé tout à l'heure du foncier, si vous regardez le problème du foncier et qu'il y a des privés qui veulent se lancer dans la promotion immobilière sérieusement tel qu'on voit ailleurs, ils vont le faire. Troisième filière, c'est mine métallurgie. Bon, ce qui est en train de se faire maintenant n'est pas mal. Je parle de la part de l'État en termes de... J'ai vu par exemple qu'il y a
une entreprise qui s'appelle, pour ne pas faire la publicité, Prométal, qui fait des choses dans le domaine de la métallurgie. C'est bien, ça va dans la bonne direction. Mais il faut faire plus, parce que vous ne pouvez pas développer l'économie d'un pays sans avoir ce que l'on appelait à l'époque, quand moi j'étais à l'école, l'industrie lourde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez être en surface de l'industrialisation. Mais tout ce qui soutient à la base, vous ne l'aurez pas. Vous allez dépendre des autres. Or, nous avons la matière première, c'est-à-dire le fer. Nous avons la bauxite. Même si Alucam continue de fonctionner à partir de la bauxite importée de Guinée, de Fria, n'est-ce pas? Mais nous avons la bauxite. Nous avons le fer à plusieurs endroits. Il n'y a pas seulement, il n'y a pas que Balam, il y a les mamelles de Kribi, il y en a partout. La législation qui a été promulguée il y a quelque temps n'est pas mal. Si on met 15% de transformation locale, c'est déjà pas mal. Je sais aussi que l'industrie lourde nécessite beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure justement de la production d'énergie. Mais on va y veiller parce que vous ne pouvez pas, par exemple, demain, vous mettre dans le domaine de l'industrie automobile en dépendant totalement de l'importation, ne serait-ce que pour la tôle, complètement de l'étranger. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Quatrièmement, j'ai parlé de la chimie, la pétrochimie et la pharmacie. La chimie, c'est d'abord le chercheur qui trouve des formules chimiques pour transformer les produits de son environnement. Mais quand je parle de la chimie, je vois aussi ce que nous pouvons faire à partir de la chimie dans le domaine de l'agriculture, notamment la production des engrais. Il y a beaucoup de choses. Hein. La chimie, le domaine, le spectre est tellement large qu'on ne peut pas épuiser. Je ne prends que ça. Pétrochimie, parce que justement la chimie s'appuie énormément sur le pétrole. L'industrie chimique partout au monde que vous voyez là, c'est le pétrole. Parce qu'il y a au moins 300 produits dérivés du pétrole, au moins. Je dis bien au moins. Donc si vous avez de vrais chimistes, même comme le Cameroun est un tout petit producteur de pétrole, on peut faire beaucoup de choses à partir de cela. Voilà, donc nous sommes devenus un tout petit producteur. On est passé de 96 000 barils jour en 2010, ou si je me trompe, à 67,300 barils jour. 67,3 000 barils jour en 2023. Donc, la production baisse et c'est pour cela que les finances publiques souffrent d'ailleurs énormément. Donc, pétrochimie, j'ai ajouté la pharmacie. Mais pas seulement sous l'angle chimique, c'est-à-dire fabrication des molécules pharmaceutiques, mais parce que nous sommes engagés à valoriser les savoir-faire traditionnels dans le domaine de la pharmacopée. Je dis et je le répète, aucun pays au monde sérieux et qui veut se développer ne peut dépendre totalement des molécules produites par les autres à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez voir même des Chinois dans les segments de la pharmacie, mais c'est d'abord la pharmacopée traditionnelle chinoise qui a été développée et qui a soutenu les Chinois jusqu'à présent. Et donc, nous avons énormément... Vous voyez dans notre pays, tout le monde sait, même officiellement, on sait qu'il y a moins de 30% de Camerounais qui se soignent à l'hôpital et avec les molécules modernes. Tout le reste, c'est au village. Donc, si vous avez des gens qui maîtrisent les décoctions, qui travaillent en cheville avec les médecins pour ce qui est du dosage, parce que l'essentiel maintenant, c'est le dosage. Même dire qu'on va mettre sous forme simplement de gélules, on n'a pas besoin. Si vous faites 1 litre, on dit qu'il faut boire un verre le matin, un verre, c'est bon. C'est bon. Donc, nous pensons que pour développer la pharmacie au Cameroun, il faut s'appuyer là-dessus. Je vous termine sur ce point en vous disant, les molécules de synthèse sont constituées toujours à partir des connaissances des molécules traditionnelles. Aucun chimiste, aucun pharmacien ne vous dira qu'il est resté comme ça, il a calculé lui-même, il est arrivé à une molécule pour soigner. Non, c'est parce qu'il a vu que quelque chose soigne l'autre. Et il dit, je vais voir la composition chimique. Et c'est à partir de là qu'il fait la molécule de synthèse. C'est pour cela que, vous savez, quand il y a eu, dans la forêt de Korop, il y a eu un produit qui était très efficace, mais disait-on, sur le cancer à l'époque. Et il y a des jeunes Américains qui sont venus, comme ils viennent toujours, comme on les appelle quoi, les volontaires de ceci, les ONG de cela, ils sont allés. Ils ont pris l'écorce et tout ça, là, ils sont allés. Après, ils nous ont dit, oh, ouais, il y a beaucoup de toxicité. Mais ça, c'est vous qui le dites, est-ce qu'on était là? Vous avez pris, vous êtes partis. Développez seulement, laissez-nous tranquilles. Non, on ne sait pas comment on fait. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être des spectateurs de notre propre vie. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Le 5e, c'est l'industrie numérique. Je peux parler de l'infrastructure après. L'industrie numérique. Je disais à quelques jeunes du secteur des entreprises de la tech que tout ce que j'ai présenté jusque-là, c'était l'économie, les moyens d'économie traditionnels. Mais là où nous avons de nouveaux leviers de croissance,
qui partent du savoir et du savoir-faire des jeunes, c'est l'industrie numérique. Et c'est un champ de possibilités infinies. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tous les jours, il ne se passe pas un jour sans qu'on vous annonce une nouvelle découverte avec l'intelligence artificielle. Nous avons, à l'heure actuelle, moi je dis, je m'engage, si j'étais en capacité de gouverner, à doter le Cameroun d'au moins 1 ou 2 grands centres de calcul. C'est-à-dire les grands calculateurs, parce que c'est là. Il faut, pour développer l'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas développer de grands centres de calcul sans beaucoup d'énergie, parce que ça consomme de l'énergie comme vous ne pouvez pas. Mais sauf qu'avec ça, là, vous avez des possibilités infinies. Qu'est-ce que je disais? Si vous mettez un centre d'incubateur, vous mettez 100 jeunes Camerounais là-dedans avec des projets, vous leur dites, vous ne payez pas l'accès à Internet, vous ne payez pas de loyer d'électricité, vous ne payez rien. Mais vous avez 6 mois ici, 1 an gratuit, ils vont vous sortir avec des produits. Il faut que nous arrivions à cela. Vous allez développer l'intelligence artificielle, accroître l'intelligence artificielle. Ce sont des possibilités. Vous voyez, le champ est infini. Vous avez même vu ce qu'on fait maintenant dans le domaine des drones, non? Qui sert à la fois l'industrie et la défense. Parce qu'il ne faut pas voir que la défense, mais ça sert aussi l'industrie énormément. Et l'agriculture aussi, par exemple, pour l'épandage, pour les relevés justement d'humidité et tout. Donc, il y a là des champs. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent là-dessus. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il faut que j'en vienne rapidement à l'infrastructure, aux infrastructures, des volets importants. Tout ça, on fait comment? L'infrastructure, c'est la clé pour les acteurs économiques que vous êtes. Vous le savez, il faut produire, mais il faut pouvoir évacuer. Il faut la mobilité aussi à l'intérieur du pays. Notre accent sera mis sur le ferroviaire, le chemin de fer. Et nous voulons faire l'axe Douala, qu'on parte de Douala ou de Kribi, N'Djamena. Donc, de la côte à N'Djamena. Parce que, en le faisant, non seulement vous ouvrez tout le reste du territoire camerounais à la circulation des personnes et des biens, mais vous raccordez à vous un marché qui est le marché donc, de notre pays voisin, mais parfois beaucoup plus loin, parce qu'à partir de là, vous pouvez aller jusqu'au Soudan, vous pouvez aller jusqu'au Niger. Donc ça, c'est extrêmement important. Je n'entre même pas dans les considérations stratégiques qui peuvent être liées à ça. C'est extrêmement important. Donc cet axe-là. Et le deuxième axe, c'est à partir de l'Est, puisque la colonne, une des colonnes dorsales sera l'Est, à partir de l'Est, c'est Bangui. Voilà les 2 axes principaux. Ensuite, il y aura des embranchements maintenant à l'intérieur du pays, parce que de Douala, vous irez jusqu'à Limbe. De Konsamba, vous irez jusqu'à Kumba, parce que ce chemin de fer-là sera refait. Mais ce ne sera pas le chemin de fer tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un nouveau chemin de fer aux normes internationales. Nous sommes à 90, à 0,90, c'est-à-dire moins d'1 mètre, ou en exagérant 1 mètre. La norme standard, c'est de 1,44. Ça limite les déraillements, ça donne la capacité de vitesse que vous ne pouvez pas avoir sur un écartement de moins d'1 mètre. Ça coûte cher, mais on mettra le prix. Vous croyez que si depuis 10 ans nous voulions faire cela, on nous dit, le Cameroun, il nous manque 5 000 milliards, il nous manque 10 000 milliards, mais alors, et regardez ce que ça peut rapporter, non seulement l'ouverture du pays, mais effectivement, nous parlions même tout à l'heure de l'économie, y compris les débouchés. Donc, ça c'est donc vraiment quelque chose de principal, d'axial. Ensuite, il y aura les routes, on va comme ça ne veut pas dire qu'on abandonne les routes, on va faire des routes. Parce que l'idée, c'est de désenclaver tous les grands bassins de production. C'est ce qu'on chante depuis. Mais on désenclave comment? Parce que nous, notre politique est simple. Ce n'est pas des chants. Tout ce qui... Le principal obstacle à l'ouverture des bassins de production au Cameroun aujourd'hui, en dehors des routes que l'on peut entretenir, ce sont les ponts. Et ce ne sont pas des grands ponts. Ce ne sont pas des ponts de plus de 10 mètres. Mais ça coupe toute une région, tout un département, tout un arrondissement, tout un village. Notre objectif, de la même façon que j'ai parlé tout à l'heure de la construction de logements, c'est de bridge, comme diraient les anglo-saxons, bridge the country, c'est-à-dire, c'est les petits ponts là, ce sont les entreprises camerounaises, vraiment les grands là, qui gagnent beaucoup là, et ça c'est pas pour eux. Ce sont les ponceaux et les ponts de 10 mètres. Donc si les ingénieurs camerounais disent qu'ils peuvent faire construire, qu'ils rentrent à l'école alors, parce que vraiment on se demande ce qu'ils sont allés faire à l'école. Donc c'est des ponts, 5 mètres, 10 mètres. Regardez combien d'emplois ça va créer, mais combien ça va sortir les gens de l'isolement, couper du reste du monde. Prenez même seulement ici dans le littoral, quand j'en parlais, j'étais au centre. Vous prenez la région du centre, combien de localités sont coupées les unes des autres?
Parce qu'il manque un pont de 15 mètres. 15 mètres, c'est même énorme. 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres. Donc on doit pouvoir régler ça. Et si vous faites cela, je vais vous assurer que vous allez être étonné par la production, y compris par la production agricole du pays, parce que ça va bouger. C'est après ça que vous vous attaquez au bitumage, ou bien aux solutions alternatives au bitumage, parce que je ne peux pas vous promettre, ce serait irresponsable de ma part, que du jour au lendemain, on va bitumer toutes les routes du Cameroun. Non. On va commencer progressivement, mais en attendant, nous ne sommes pas le seul pays au monde qui a des routes non bitumées. Il y a des méthodes de stabilisation de la route et l'entretien régulier. Je me souviens, je termine par là, qu'il y a quelques années, lorsque l'État s'occupait vraiment du développement rural, il y avait ce qu'on appelait les pistes cacaoyères, avec des budgets qui étaient dédiés justement, effectivement, à veiller à l'entretien de ces routes. Ce n'était pas bitumé, mais les populations ne se plaignaient pas. Tout marchait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que on a en quelque sorte privatisé les responsabilités de l'administration avec ce qu'on appelle quoi, les projets. Les projets au sein de l'administration. Donc on fait un projet, vous êtes directeur dans l'administration, du coup vous devenez le chef du projet. Et quand vous êtes chef du projet financé par le bailleur de fonds, vous touchez 10 fois votre salaire dans la même administration. Les Camerounais vous êtes des génies. Quand on entretenait encore les pistes cacaoyères, vous vous souvenez, lorsque l'État s'occupait justement des producteurs, il y avait ce qu'on appelait les techniciens agricoles, qui avaient des motos qui parcouraient, allaient voir là où il y a la pourriture brune, et s'attaquaient à cela avant même que ça ne se répande. Mettez les engrais, veillez et tout ça. On était au courant de risques qui pesaient sur la production cette année ou pas. C'était là. Mais on a détruit tout ça au bénéfice des projets. Et on vous dit, projet manioc, projet maïs, projet ceci. Vous avez déjà vu le résultat? Non. Parce que le fonctionnaire lui-même, comme le bailleur, n'a pas même pas envie que le projet là se termine. Donc il faut revoir un peu tout ça. Là, j'étais aux infrastructures. Je vais terminer avec les supports. Comment donc on fait tout ça? On met tout cela. Parce que vous allez dire, ah ouais, bon, il parle bien, tout ça c'est beau, mais comment on fait? Je vous ai parlé de l'énergie. Donc, le premier aspect du support, c'est l'énergie. Mettre l'énergie à la disposition des opérateurs économiques. Et deuxième aspect, le financement. En ce qui concerne l'énergie, nous allons faire un mix énergétique. Il faut continuer de construire les barrages là où c'est possible. Certaines études disent qu'on peut encore faire 1000 mégawatts sur la Sanaga. Je suis d'un avis contraire, on peut faire plus sur la Sanaga. Les gens ont gâché les sites, je ne crains pas de le dire. Les gens ont gâché les sites où nous aurions pu construire un barrage de 2000 mégawatts en allant construire un barrage de 420 mégawatts. Le deuxième site qui était même encore exploitable, qui pouvait être dans l'ordre de 1000-1500, qui est même déjà signé. On vise quoi? Qui cote 500. Alors qu'on pouvait faire 1000 et un peu plus qui sur Kikot. Je pense qu'il faut continuer à faire des barrages, y compris sur... il y a une déclivité entre le Noun et le Nkam, c'est-à-dire lorsqu'on va vers le Nkam, qui existe depuis, oui, on peut mettre encore un barrage, Katina, on peut encore mettre un barrage, et même sur la Sanaga, il faut voir les derniers qui restent, parce que quand nous faisons 450 à 500 mégawatts au Cameroun, je vous signale que l'Éthiopie fait un barrage de 5000 mégawatts, n'est-ce pas? 5000, le grand barrage de la Renaissance. Je vous signale, mais n'allons pas loin, pendant que nous faisions 450 ou 420 en Artigal, l'Angola est en train de faire 2000, finir 2000 sur la Sanaga. Donc il faut que nous comprenions ce qui se passe dans le monde et les perspectives de développement économique du Cameroun. Je ne vous ai pas parlé des petits barrages, des micro-barrages et autres, parce que je laisse cet aspect-là pour la population. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'énergie qui va être au service de l'industrie. Parce que pour l'accès des ménages, nous avons dit, j'ai toujours dit, on fera des micro-barrages sur les cours d'eau. Des micro-barrages. Il y a plein. Lorsque vous êtes dans un arrondissement ou un village, où vous faites un micro-barrage qui produit 1,5 MW, vous pouvez éclairer tout l'arrondissement. 1,5 MW, vous éclairez tout l'arrondissement. Donc ça, c'est pas pour l'industrie ou alors pour la micro-industrie. Je parle pour vous qui pouvez faire des entreprises de taille importante qui avaient besoin de beaucoup d'énergie. On va donc refaire des barrages. On va continuer à faire des barrages. Mais à côté de ça, c'est un mix énergétique. On va utiliser les centrales à gaz. Je me demande toujours, nous les Africains, quel est même notre problème? Les autres disent, ils veulent de l'énergie propre, ils n'en ont même pas, mais ils vont chercher ça à des centaines
de kilomètres, à des milliers de kilomètres, voulais-je dire, pour faire cela chez eux. Et produire de l'énergie qui leur donne la capacité de produire des produits industriellement compétitifs. Nous, on a ça sur place. Le Cameroun est un pays qui produit du gaz. Et je vous dis, suffisamment pour alimenter des centrales à gaz, pour alimenter son industrie. Je vais plus loin, à supposer même que notre production soit faible. Nous avons deux grands producteurs de gaz qui sont nos voisins. À gauche, le Nigeria, à droite, la Guinée équatoriale. Et quel est notre problème? Je voudrais que quelqu'un m'explique un jour. Le Nigeria est en train de faire un pipeline qui va transporter son gaz jusqu'en Europe. Ça veut dire qu'il en a assez pour approvisionner tout le marché européen. Et nous sommes son voisin. Donc ça veut dire que nous sommes capables de négocier ou de discuter avec eux si nous n'avions pas assez de gaz. Et je crois que ce n'est pas le cas. Mais si nous n'avions pas assez de gaz pour dire approvisionner, nous, pourquoi on ne le fait pas? Et je dis pareil avec la Guinée équatoriale. Moi, j'ai visité à Punta del Europa, comme ils appellent. C'est tout un site industriel qui est presque comme la ville de Douala. Vous visitez ça en voiture, vous ne pouvez pas aller à pied. Où ils produisent de l'ammoniac et tout. Ils ont dit, mais pourquoi, à partir du gaz, évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait comme si nous étions un orphelin dans le monde, il n'y a personne? Non. Donc, il faut utiliser cette énergie-là pour mettre de l'énergie à un prix compétitif à la disposition de l'industrie camerounaise, des industriels camerounais. Et à côté de cela, évidemment, dans le mix, on ne peut pas négliger totalement des trucs comme le solaire. Moi, je ne peux pas tout miser sur le solaire parce que les expériences montrent aujourd'hui, depuis dans le monde, qu'il y a des ratés terribles là-dessus. Donc, mais on peut faire le solaire à certaines dimensions pour alimenter des villages, etc. Voire même l'éolienne, pourquoi pas. Le long de certaines de nos routes, on peut mettre justement des poteaux pour les éoliennes. Et même, les études avaient montré à l'époque un coin comme le mont Bamboudos et même presque, j'allais dire, la chaîne jusque dans les monts Mandara, sont très favorables pour accueillir de l'éolienne. Voilà le mix énergétique. Notre objectif étant, très rapidement, de mettre en capacité 1500 à 2000 MW, très rapidement, à la disposition de l'industrie camerounaise pour pouvoir atteindre les objectifs que nous visons, c'est-à-dire entre 8 et 10% de taux de croissance avec l'industrialisation dans les bassins industriels. Maintenant, sur le plan du financement, qu'est-ce que nous faisons? Je vais me concentrer sur le financement à court et moyen terme, parce que si je veux m'étendre sur les financements à long terme, on peut passer beaucoup de temps. À court terme, premièrement, pour le financement de notre programme social, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la santé, l'assurance maladie universelle que nous voulons instaurer. Je n'ai pas le temps d'élaborer, mais je peux en dire deux mots. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que sur les maladies de base, les affections courantes, le Camerounais soit serein, qu'il aille à l'hôpital, qu'on ne lui demande plus le carnet de ceci, l'épingle de cela et tout, on le soigne pour les trucs de base. Maintenant, si ce sont des maladies complexes et tout cela, bon, chacun, pour ceux qui peuvent souscrire à des complémentaires santé. Mais à la base, là, tous les Camerounais doivent avoir une couverture. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Et pour le faire, et j'avais promis, c'est mon engagement, je tiens toujours, la césarienne gratuite aux femmes. Ça, on tiendra. Ça coûte cher, mais on le financera. Je peux dire comment. Alors, pour financer dans ces programmes sociaux, très rapidement, nous allons faire ce qu'on appelle des coupes drastiques dans le fonctionnement public. Il faut faire vraiment de l'économie, des économies sur le fonctionnement de l'État. Je vous signale que certaines études montrent qu'il n'y a pas moins de 350 milliards. C'est sûr, et ils n'ont pas balayé tous les secteurs. On pourra faire des économies de pas moins de 350 milliards uniquement sur le fonctionnement de l'État. Il y a entre autres une étude faite par Financial Africa, donc je peux citer. Donc, nous allons faire cela. Je ne vais pas m'étendre, que ce soit sur les véhicules, les carburants, toutes sortes de dépenses. La plupart des compagnies aériennes ont supprimé la première classe, mais avant tout le monde, enfin, la plupart des hauts fonctionnaires de la présidence, sans compter les ministres, voyager en première classe. C'est une parfaite absurdité. Personne ne fait ça. Personne ne faisait ça dans le monde, même des pays les plus développés. Vous ne pouvez pas. La première classe coûte quoi? À l'époque, à Paris, Yaoundé, Paris, c'était pas moins de 6 millions et demi. Pas moins de 6 millions et demi. Et vous aviez une dizaine de fonctionnaires comme ça qui pouvaient y aller. Ça correspondait à quoi? À quel niveau? Ce niveau de vie là, c'est à quel niveau de développement? Donc, on va... Maintenant, tout le monde est en business déjà, mais il faudra aussi voir qui voyage en business et qui ne voyage pas en business. Voilà. Que vous les privés, vous voyagez même dans votre jet privé, moi, quand j'ai aucun problème. Mais si c'est pour l'État, les fonds publics, là, on doit regarder de près. Voilà. Donc, les carburants, les bons de carburant à la fin du mois, des millions qu'on donne, quelqu'un arrête 4 millions de carburant pour un trimestre ou je ne sais pas moi pourquoi. Sa plantation, ça est où? Je ne sais pas. Donc on va faire ces économies-là pour financer le social. Maintenant, pour le financement
de la vision économique, hein, on va mettre en place un fonds souverain de développement stratégique qui peut partir soit de la réforme complète de la SNI telle qu'elle existe aujourd'hui, soit un aménagement, enfin, soit intégrer la SNI comme une des branches. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est un fonds qui va être là pour porter nos principales visions. Les départements ministériels existeront toujours, mais pour les projets, un peu comme j'ai dit pour l'énergie, il y a des projets qui relèvent du fonctionnement normal du social. Mais si vous voulez vous projeter, comme je disais tout à l'heure, par exemple, construire un chemin de fer, axe Douala, Kribi, extrême nord, N'Djamena, ou machin, ça c'est pas, vous n'allez plus laisser ça à un ministère qui se débrouille, qui ne débrouille pas. C'est un projet stratégique et qui doit être porté donc par ce fonds-là. Et ce fonds-là, comment vous le financez? Premièrement, je demande notre quote-part dans le bénéfice de la Banque centrale. En 2024, la BEAC a fait, je crois, 354 milliards de bénéfices. C'est-à-dire, les gens restent comme ça, l'argent entre. Oui, puisque la BEAC a des guichets, la BEAC fait qu'elle travaille. Bon, je ne dis pas qu'elle fait pas, elle coordonne, elle surveille. 354 milliards. Bon, comme les 6 pays membres de la BEAC sont à égalité dans le capital, divisons par 6, c'est à peu près 60 milliards par pays. Je ne veux pas prendre même des 60 milliards, je suis gentil, je vais prendre seulement 50%, donc je prends 30 milliards. C'est dans le fonds souverain. Première source de financement. Deuxième source de financement, les réserves obligatoires des banques à la Banque centrale. C'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qu'on thésaurise. On prend, on met dans les banques occidentales et autres. Et c'est ça qu'on nous prête même encore. Oui, oui. Donc, cet argent-là, vous savez que les banques ont des réserves obligatoires. Ça, ils doivent déposer. Ce n'est pas que la banque perd son argent. Non, on ne prend pas un centime de la banque. Sauf que, en fait, ce que l'État prend, la Banque centrale donne un titre du Trésor à la banque. Donc, ça veut dire que si la banque a 100 francs à la Banque centrale, elle a toujours les 100 francs à la Banque centrale. Puisque la Banque centrale lui donne un titre équivalent à 100 francs. Sauf que cet argent, au lieu d'aller dormir là, j'ai dit à la Banque centrale, je n'ai pas fait ça pour que l'argent dorme. Va là-dedans, tu prends peut-être 50%, tu me donnes. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? La banque n'a aucun risque, puisqu'il est garanti par la Banque centrale. Voilà. Donc, au lieu que l'argent dorme, ou bien aille financer d'autres économies, ça finance l'économie camerounaise, ça finance des investissements au Cameroun. Il y a également les prélèvements qu'on va faire de 1 à 5% sur un certain nombre d'organismes, tels que la SNH, tels que la Caisse de dépôt et consignation, tels que la CNPS. Parce que c'est tout de l'argent qui donne. C'est la thésaurisation pure. Dites-moi, si l'argent qui entre dans les comptes de la Caisse de dépôt et consignation, dites-moi à quoi ça sert. Donc ils font les placements. Tu fais le placement et moi je vais encore m'endetter à un taux supérieur. Tu fais alors que c'est le placement de mon propre argent. C'est logique. Donc, je vais dire, Caisse de dépôt et consignation, sur tes dépôts là, il y a entre 1% et 5%. CNPS, comme parfois tu as tellement d'argent, tu ne sais pas quoi faire. Je vais demander 1 à 5%, etc., etc. Il y a des compagnies, comme les compagnies de téléphone, qui, dans tous les pays du monde, financent énormément l'économie, qui également vont contribuer à ce fonds souverain. Vous avez vu que je n'ai pas mis comme priorité l'endettement. Parce qu'en fait, on nous a toujours fait croire que sans l'endettement, nous ne pouvons pas nous développer. Et surtout l'endettement auprès des bailleurs de fonds. Je ne dis pas que nous allons couper les relations avec les bailleurs de fonds. Mais les bailleurs de fonds vont financer à nos conditions. Ils vont entrer dans notre programme, dans notre vision, dans notre projet. Quelqu'un ne va pas venir nous dire, voilà, l'argent, mais fais ceci. Non. Ou bien donne à telle entreprise. Non. Tu viens, j'ai dit que je veux construire Douala N'Djamena en train. Ok, très bien. Tu as de l'argent pour mettre dedans, moi je suis preneur. On discute du taux et des conditions. Mais ce n'est pas toi qui peux venir dicter quel type d'investissement je dois faire. J'ajoute également pour le financement que je mets beaucoup d'accent sur 2 modes de financement qui permettent aujourd'hui de réaliser des infrastructures. D'une part, le BOT, Build, Operate and Transfer. Je suis sûr que si on discute bien
on négocie bien, on rassure bien le secteur privé local. Il y a des... Prenons, toutes les études montrent qu'il y a un triangle d'or en matière d'infrastructure routière qui marche très bien. Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé, Yaoundé, Douala. Ça, c'est démontré depuis au moins 30, 25 ans, 30 ans. C'est-à-dire que si vous mettez des autoroutes là-bas, c'est rentable. Je suis sûr que si on discute bien, parce qu'ici à Douala, vous avez l'argent, c'est Wanda. Vraiment. Donc, si on discute bien, vous allez aller construire ça. Quelqu'un va dire que, bon, mettons-nous ensemble, on prend ce tronçon. Puisque l'État discute avec vous de la durée de l'achat, et vous allez dire que, bon, nous allons exploiter ça pendant 30 ans, pendant 20 ans. Je suis d'autant plus à l'aise que ce sont des Camerounais qui disent qu'ils vont exploiter quelque chose dans leur pays pendant 30 ans. Je suis même heureux. Mettez l'argent, construisez. Donc ça va être un mode également de construction, de réalisation de ces projets-là. Et l'autre, c'est le partenariat public-privé, qui est toujours, à la différence du BOT, c'est que dès le départ, le privé qui finance intègre son bénéfice dans le coût. Donc quand il accepte qu'il met 100 francs, c'est qu'il a 30 francs peut-être de bénéfice, donc il a intégré. Bon. Donc voilà, globalement, je ne veux pas aller très loin parce que j'aurais pu vous dire, voilà, il faut faire la monnaie, on va garantir ça sur l'or, parce qu'on peut. Il y a la tokenisation, je ne vais pas aller jusque-là, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est évaluer les ressources minières que vous avez à un moment donné. Et dire, voilà, nous avons un gisement d'or ou un gisement de lithium qui a telle valeur. Et voilà, nous allons donc gager notre prêt là-dessus pour lever des fonds sur les marchés internationaux. Et si vous allez, par exemple, dans des pays, les banques comme la banque des BRICS, en Asie ou ailleurs, vous trouverez pas mal de financement. Je sais que j'ai été un peu long, I'm very sorry for that, but I needed to go deep into some details to make you be very aware, be fully aware of our vision in terms of economy. Thank you very much. Thank you so much indeed.